En quelques heures, la capture de Nicolas Maduro a secoué les capitales. Entre 2014 et 2020, le PIB vénézuélien recule de 60%, l'inflation dépasse 2000% par an et la sanction devient un langage politique qui se voit, se compte, puis se paie dans les rayons vides, les hôpitaux, les salaires. Que doit comprendre un pays qui refuse d'obéir quand Ibrahim Traoré demande si la peur finit par trahir l'empire? Ce n'est pas seulement Caracas qui est visé, c'est une méthode et chaque nation observe si elle sera la prochaine à subir l'épreuve. Cette analyse promet une chose précise, comprendre ce que révèle réellement cet épisode sur la mécanique contemporaine du pouvoir et sur ce qu'il en coûte de la contester. L'enjeu pour le spectateur est clair, disposer en quelques minutes d'une grille de lecture pour interpréter les sanctions, les démonstrations de force et les discours moraux qui les accompagnent. Derrière l'événement, il y a un test stratégique pour les nations dites indépendantes, mais aussi pour les citoyens qui subissent, souvent sans l'avoir choisi, les conséquences économiques et sociales de décisions prises loin d'eux. Ce qui est en jeu dépasse la diplomatie classique. Il s'agit de souveraineté, de marge de manœuvre réelle et de la capacité d'un État à protéger sa population face à des pressions financières, politiques et symboliques. Comprendre cette dynamique permet d'éviter deux pièges, la résignation silencieuse ou la réaction émotionnelle sans repère. La question centrale devient alors simple mais lourde de conséquences. Comment lire ces signaux sans se tromper de combat et sans sous-estimer leur portée à long terme? Entre 2014 et 2020, l'économie vénézuélienne s'est contractée d'environ 60%, tandis que l'inflation annuelle dépassait les 2000%, un effondrement rarement observé hors situation de guerre ouverte. Ce chiffre n'est pas un simple indicateur macroéconomique. Il marque le moment où la sanction cesse d'être un levier abstrait pour devenir une réalité quotidienne, mesurable dans l'accès à la nourriture, aux médicaments et aux services de base. Pour comprendre cette rupture, il faut replacer l'épisode dans une trajectoire plus longue. Depuis plusieurs décennies, les États-Unis utilisent une combinaison de puissance militaire, de contrôle financier et de sanctions économiques pour influencer le comportement des États jugés récalcitrants. L'Irak, la Libye ou l'Afghanistan ont servi de précédent, chacun avec ses spécificités, mais selon une logique similaire: isoler, affaiblir, puis forcer un changement de direction politique. Dans le cas du Venezuela, la capture de Maduro agit comme un signal condensé. Elle transforme une pression graduelle en démonstration spectaculaire destinée autant à la cible directe qu'aux observateurs périphériques. C'est précisément ce point qu'Ibrahim Traoré met en avant lorsqu'il interroge le sens réel de cette démonstration de force. Selon lui, la peur n'est plus seulement un moyen de dissuasion, elle devient un aveu de fragilité dès lors qu'elle doit être exhibée. Ce contexte éclaire aussi la réaction des pays du Sud. L'Afrique et l'Amérique latine ne perçoivent plus ces événements comme des cas isolés, mais comme les fragments d'un même mécanisme. La mini-révélation tient ici. L'acte spectaculaire n'est pas une fin en soi. Il accélère une prise de conscience collective sur les coûts, mais aussi sur les limites du pouvoir unipolaire. Pour saisir les effets immédiats de cette séquence, il faut suivre un personnage fil conducteur plutôt qu'un concept abstrait. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un observateur engagé, mais aussi comme un relais entre des expériences géographiquement éloignées. En commentant la capture de Maduro, il ne parle pas seulement du Venezuela. Il relie cet événement à ce que vivent, à des degrés différents, plusieurs pays africains confrontés à des pressions similaires. Son rôle n'est pas de produire une doctrine, mais d'ordonner des faits déjà visibles. Très vite, un premier impact se manifeste dans les discours publics.
Des responsables politiques et des mouvements sociaux en Afrique comme en Amérique latine reprennent, c'est pas mentionné, l'épisode comme preuve que la souveraineté peut être remise en cause brutalement. Cette circulation du récit précède même les effets économiques directs. Elle façonne les attentes, les peurs et les stratégies avant que les chiffres ne s'imposent. Un micro-cas permet d'illustrer concrètement ce glissement. Dans certains pays dépendant des importations, l'annonce de sanctions renforcées suffit à provoquer une hausse préventive des prix et une rétention des stocks. Aucun décret n'est encore appliqué, mais l'anticipation produit déjà des dommages concrets pour les ménages. Ce mécanisme d'impact précoce est souvent négligé alors qu'il conditionne la perception populaire de l'ingérence extérieure. À travers cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage. Elle transforme une crise lointaine en signal immédiatement lisible pour d'autres sociétés. Le sens à retenir est simple et lourd de conséquences. L'exemple précède souvent la sanction elle-même. Avant la capture de Maduro, la pression s'exerçait de manière progressive. Les sanctions économiques s'accumulaient, les restrictions financières se durcissaient et le Venezuela était déjà largement isolé des circuits bancaires internationaux. Cette phase d'activation repose sur une logique connue: affaiblir lentement la capacité d'un État à fonctionner jusqu'à rendre toute résistance politiquement coûteuse et socialement explosive. Les signaux envoyés à l'extérieur restaient cependant ambigus, laissant croire qu'une marge de négociation demeurait possible. Le basculement intervient avec l'acte spectaculaire. La capture transforme un processus diffus en événement central, immédiatement lisible par l'opinion internationale. Ce moment de climax ne vise pas seulement Caracas. Il sert d'exemple compressé destiné à rappeler que la coercition peut changer d'échelle sans préavis. Le message implicite est simple: la désobéissance n'est plus seulement punie par des chiffres, mais par des gestes visibles difficiles à ignorer ou à relativiser. À partir de là, les répliques se multiplient. Sur le plan interne, le Venezuela connaît un renforcement paradoxal des mouvements de résistance, nourris par un sentiment d'agression extérieure. Sur le plan externe, les réactions se fragmentent. Certains États dénoncent une violation de la souveraineté, d'autres choisissent le silence par crainte de représailles économiques. Cette asymétrie de réponse illustre déjà les limites de la démonstration de force. Elle contraint, mais elle divise aussi. C'est dans cet enchaînement qu'Ibrahim Traoré situe son analyse. Il observe que l'événement agit comme un accélérateur de mémoire historique. Les références à l'Irak, à la Libye ou à l'Afghanistan réapparaissent dans les discours, non comme des analogies parfaites, mais comme des rappels de trajectoire où la pression extérieure a produit des effets durables et souvent destructeurs. Le passé devient un outil d'interprétation du présent. Les répliques se font également économiques et diplomatiques. Les sanctions sont renforcées, mais en parallèle, des canaux alternatifs s'ouvrent. Des pays comme la Chine ou la Russie intensifient leurs relations avec Caracas, non par altruisme, mais parce que la situation crée des opportunités stratégiques. Ce déplacement progressif des alliances montre que chaque geste coercitif génère des contre-mouvements, parfois imprévus par ceux qui l'initient. Enfin, l'événement laisse une trace symbolique durable. Pour de nombreux pays du Sud, la capture de Maduro n'est plus un fait isolé, mais un jalon dans une séquence plus large. Elle marque le passage d'une pression silencieuse à une contrainte assumée et pousse les observateurs à recalculer leur propre marge de manœuvre. C'est cette lecture séquentielle, du déclenchement aux répliques, qui permet de comprendre pourquoi l'épisode dépasse largement le cadre vénézuélien. Avant l'escalade des sanctions, l'économie vénézuélienne fonctionnait déjà sous contrainte, mais elle conservait des mécanismes d'ajustement interne.
Après leur durcissement, ces mécanismes se sont effondrés en chaîne. Ce passage d'un niveau de base fragilisé à un écart brutal permet de mesurer l'impact réel des décisions politiques sur une société entière, au-delà des intentions affichées. On peut d'abord relever un premier indicateur. Entre 2014 et 2020, le produit intérieur brut du Venezuela recule d'environ 60%. Cette chute signifie une contraction massive de la production, des emplois et des revenus publics. Elle traduit aussi l'incapacité de l'État à maintenir des services essentiels à un niveau minimal. Le PIB n'est pas qu'un chiffre abstrait. Il conditionne directement la disponibilité des biens, la capacité d'importer et le financement des infrastructures. On peut ensuite observer un deuxième indicateur. L'inflation annuelle dépasse les 2000% sur certaines périodes. Une telle inflation détruit la fonction de la monnaie comme réserve de valeur et moyen d'échange. Les salaires perdent leur sens en quelques semaines, l'épargne est anéantie et les ménages basculent dans une économie de survie. Cette spirale n'est pas seulement économique, elle est sociale et psychologique. Enfin, un troisième indicateur apparaît. Selon des estimations relayées par les Nations Unies, plus de 20 000 personnes seraient hier mortes entre 2017 et 2018 faute d'accès suffisant aux soins médicaux. Ce chiffre illustre le lien direct entre sanctions financières et crise humanitaire. La réduction des importations de médicaments et d'équipements médicaux transforme une pression diplomatique en coût humain mesurable. Pris isolément, chacun de ces chiffres choque. Pris ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente, celle d'un pays dont les marges de manœuvre sont systématiquement réduites jusqu'à l'asphyxie. C'est précisément cette lecture cumulative qu'Ibrahim Traoré met en avant lorsqu'il évoque l'effet réel des sanctions sur les populations. Selon lui, le débat ne peut pas se limiter à la légitimité politique des mesures. Il doit intégrer leurs conséquences concrètes sur la vie quotidienne. L'analyse gagne en profondeur lorsqu'on élargit le cadre. À l'échelle mondiale, les pays soumis à des sanctions économiques auraient cumulé environ 1000 milliards de dollars de pertes sur 2 décennies. Ce chiffre agrégé montre que le Venezuela n'est pas une exception, mais un cas emblématique. Les sanctions deviennent un outil structurel dont les effets s'étendent bien au-delà de la cible initiale. Un autre écart apparaît alors. Alors que l'objectif affiché est souvent de contraindre un gouvernement, les données suggèrent que les populations civiles supportent l'essentiel du choc. La baisse du niveau de vie, l'insécurité alimentaire et la dégradation des systèmes de santé alimentent une instabilité durable. Cette instabilité peut affaiblir l'État, mais elle peut aussi renforcer des formes de solidarité nationale face à une pression perçue comme extérieure. Enfin, ces preuves quantitatives révèlent un effet indirect majeur, la réorientation des alliances économiques. Face aux sanctions occidentales, le Venezuela et d'autres pays sanctionnés se tournent vers des partenaires alternatifs. Des investissements chinois et russes augmentent dans plusieurs États en développement, illustrant un déplacement progressif des flux financiers et commerciaux. Le passage du niveau de base à l'écart mesuré montre ainsi une réalité difficile à contourner. Les sanctions produisent des résultats chiffrables, mais leurs effets ne se limitent pas à l'objectif politique initial. Ils redessinent les équilibres sociaux, économiques et géopolitiques, souvent de manière irréversible. Les partisans des sanctions avancent d'abord un argument central. La pression économique serait un moyen non militaire de défendre la démocratie et les droits humains. Selon cette logique, frapper l'économie d'un régime autoritaire permettrait d'isoler ses élites, de réduire leurs ressources et, à terme, d'inciter la population à exiger un changement politique. Les sanctions
serait alors présentée comme une alternative plus morale à l'intervention armée, évitant des pertes humaines directes tout en maintenant un cadre normatif international. Un second argument complète ce raisonnement. Les sanctions seraient aussi un signal dissuasif adressé à d'autres gouvernements tentés de s'écarter des règles établies, en montrant qu'un comportement jugé inacceptable entraîne des coûts élevés. Les États-Unis et leurs alliés chercheraient à préserver un ordre international fondé sur des principes partagés. Dans cette perspective, la capture de Maduro et les mesures qui l'entourent s'inscriraient dans une stratégie de long terme visant à stabiliser le système global par la contrainte économique ciblée. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils structurent le discours officiel et influencent durant de nombreuses institutions internationales. Cependant, l'examen des données et des précédents révèle des failles importantes. D'abord, l'idée d'un ciblage précis des élites est rarement confirmée par les faits. Les chiffres sur l'inflation, la pauvreté et la mortalité sanitaire montrent que le choc se diffuse rapidement vers l'ensemble de la société. Les mécanismes économiques font que les populations civiles absorbent l'essentiel du coût, tandis que les dirigeants développent souvent des circuits de contournement. Ensuite, l'effet dissuasif est loin d'être automatique. Dans plusieurs cas, la pression extérieure renforce la cohésion interne autour du pouvoir en place, en alimentant un sentiment d'agression étrangère. Le Venezuela illustre cette dynamique. Loin de provoquer un effondrement politique rapide, les sanctions ont contribué à une mobilisation nationale et à la recherche d'alliances alternatives. Cette réaction réduit l'efficacité du levier initial et complique l'objectif affiché de transformation politique. C'est ici qu'intervient l'analyse portée par Ibrahim Traoré. Il souligne que la sanction, lorsqu'elle devient structurelle, cesse d'être un outil ponctuel pour se transformer en facteur de recomposition géopolitique. Les États visés ne se contentent pas de subir. Ils adaptent leur stratégie, diversifient leurs partenaires et participent à l'émergence d'un ordre plus multipolaire. Dans ce contexte, la question n'est plus seulement de savoir si les sanctions sont moralement justifiées, mais si elles produisent réellement les effets politiques attendus à long terme. Ce basculement marque un changement de cadrage décisif. À mi-parcours de l'analyse, l'événement n'apparaît plus seulement comme une preuve de force, mais comme un révélateur de limites. La capture de Maduro, pensée pour dissuader, produit un effet miroir. Elle rend visible la dépendance de la coercition à la répétition et à la spectacularisation. Ce déplacement est crucial. Plus l'acte est public et abrupt, plus il nécessite d'être justifié, expliqué, puis défendu. Cette exposition accroît le coût politique pour ceux qui l'emploient et ouvre des espaces de contestation narrative. C'est précisément ce qu'Ibrahim Traoré souligne lorsqu'il parle d'un aveu de faiblesse déguisé. Selon lui, la puissance réellement assurée n'a pas besoin d'être mise en scène de façon aussi frontale. À partir de ce point, la lecture change pour de nombreux observateurs. Les pays du Sud ne voient non plus uniquement le risque d'être sanctionnés, mais aussi la possibilité de ne pas être seuls. La répétition des sanctions crée des trajectoires communes, des expériences partagées et progressivement des réflexes de coordination. L'acte censé isoler contribue alors paradoxalement à fédérer. Cette révélation de mi-parcours n'annule pas la violence des conséquences économiques ou humaines. Elle modifie cependant la compréhension stratégique de l'événement. La question n'est plus seulement qui sera puni, mais combien seront concernés et comment répondront-ils ensemble. À partir de là, la capture de Maduro cesse d'être un point culminant. Elle devient un point de bascule dans la manière dont le pouvoir est perçu, interprété et contesté à l'échelle mondiale.
Pour les États, l'impact est immédiat et structurel. Les sanctions et la capture de Maduro redéfinissent les calculs de politique étrangère. Les gouvernements qui se savent vulnérables réévaluent leur dépendance financière, leur exposition au dollar et leurs alliances stratégiques. Certains choisissent la prudence et le silence, d'autres accélèrent une réorientation diplomatique vers des partenaires alternatifs. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. L'événement agit comme un test grandeur nature de la souveraineté réelle et non déclarative. Pour les entreprises, surtout celles intégrées aux chaînes internationales, les effets sont plus diffus mais tout aussi contraignants. Les sanctions compliquent l'accès au financement, aux assurances et aux circuits logistiques. Les acteurs privés anticipent le risque avant même l'application formelle des mesures, réduisant investissements et échanges. Cette autocensure économique amplifie l'effet des décisions politiques et propage l'incertitude bien au-delà du pays ciblé. Du côté des citoyens, les conséquences sont les plus visibles. Inflation, pénurie et dégradation des services publics affectent directement la vie quotidienne. Les chiffres évoqués précédemment, comme l'effondrement du PIB ou la mortalité liée au manque de soins, se traduisent par des arbitrages permanents entre se nourrir, se soigner et se déplacer. C'est cette dimension humaine qu'Ibrahim Traoré met en avant lorsqu'il rappelle que les sanctions frappent d'abord les plus vulnérables, bien avant d'atteindre les cercles du pouvoir. Enfin, pour la région, l'épisode produit un effet d'entraînement. En Afrique comme en Amérique latine, la capture de Maduro est interprétée comme un précédent. Elle renforce les débats sur l'intégration régionale, la coopération sud-sud et la nécessité de mécanismes collectifs de protection. Les flux économiques se réorientent, les alliances se densifient et une conscience régionale plus affirmée émerge face à ce qui est perçu comme une contrainte extérieure commune. Ces différents niveaux montrent que l'événement dépasse largement un cadre national. Il agit simultanément sur les institutions, les marchés, les sociétés et les équilibres régionaux. C'est dans cette superposition d'effets que se joue la portée réelle de la séquence analysée, une transformation progressive des comportements nourrie autant par la contrainte que par la prise de conscience collective. On peut envisager d'abord une trajectoire de continuité sous tension. Dans cette hypothèse, les sanctions demeurent en place et la pression diplomatique se poursuit sans rupture majeure. Le Venezuela continue de fonctionner sous contrainte en combinant résilience interne et appuis extérieurs limités. L'économie reste fragile, mais évite l'effondrement total grâce à des circuits parallèles, des accords énergétiques ciblés et une adaptation progressive des acteurs locaux. À l'échelle internationale, les forums multilatéraux deviennent des espaces de confrontation verbale plus que de résolution. Si cette situation perdure, alors l'usure s'installe. Ni victoire claire pour les sanctionneurs, ni normalisation rapide pour le pays ciblé. On peut ensuite imaginer un horizon plus optimiste, fait de coordination et de rééquilibrage. Ici, la dynamique enclenchée par l'événement accélère une coopération plus structurée entre pays du Sud. Des mécanismes régionaux se renforcent, des accords commerciaux se multiplient et des alternatives financières gagnent en crédibilité. Le Venezuela devient un point de convergence symbolique pour des initiatives de diversification économique et diplomatique. Si ces coopérations se consolident, alors la dépendance aux circuits traditionnels diminue et l'espace de manœuvre s'élargit. Dans ce cadre, les États-Unis sont incités à ajuster leur approche, privilégiant des négociations plus inclusives pour préserver leur influence à long terme. Enfin, il existe aussi une version plus sombre, marquée par l'escalade et l'instabilité.
Dans cette perspective, la pression s'intensifie. De nouvelles sanctions, voire des menaces d'intervention, aggravent la situation économique et sociale. Les tensions internes augmentent, les pénuries s'aggravent et les risques sécuritaires s'étendent au-delà des frontières nationales. Si cette escalade se produit, alors les répercussions régionales deviennent inévitables. Flux migratoires accrus, instabilité politique et rivalité de puissances plus ouvertes. L'événement initial agit alors comme un déclencheur d'une crise plus large, difficilement maîtrisable. Quel que soit le scénario, une constante se dégage. Les décisions prises aujourd'hui façonnent des trajectoires collectives sur plusieurs années. La lecture proposée par Ibrahim Traoré invite précisément à ce recul stratégique. Ne pas s'arrêter à l'émotion de l'instant, mais évaluer les chaînes de conséquences. Si l'on accepte cette grille, alors la question centrale n'est pas de prédire l'avenir, mais de comprendre quels choix présents rendent chaque scénario plus probable. Pour un premier groupe de spectateurs, souvent informés mais éloignés des centres de décision, l'impact se situe au niveau de la compréhension. Les événements analysés montrent que les relations internationales ne sont pas abstraites. Elles influencent les prix, l'emploi et la stabilité bien au-delà des frontières. Prendre conscience de ces liens permet d'éviter une lecture simpliste opposant uniquement puissants et victimes et d'identifier les mécanismes intermédiaires qui transmettent la pression. Pour d'autres, notamment des acteurs économiques ou institutionnels, perçoit surtout le risque systémique. Les sanctions et démonstrations de force créent une incertitude durable qui affecte les investissements, les chaînes d'approvisionnement et la planification à moyen terme. Pour eux, l'enjeu est d'anticiper les ruptures possibles et de diversifier partenaires et dépendances afin de réduire l'exposition à des décisions unilatérales difficiles à prévoir. Pour d'autres encore, plus directement concernés sur le plan civique, se reconnaît dans la dimension humaine du récit. Les chiffres sur la pauvreté, la santé ou l'inflation rappellent que les choix géopolitiques se traduisent par des arbitrages quotidiens pour des millions de personnes. Cette prise de conscience peut nourrir une attention accrue aux débats internationaux, mais aussi une exigence plus forte de cohérence entre discours moraux et conséquences réelles. Face à ces effets différenciés, deux pistes d'action modestes émergent. D'abord, développer une lecture critique des sources et des récits dominants, en confrontant les justifications officielles aux données disponibles. Ensuite, soutenir ou relayer des espaces de dialogue et d'analyse qui privilégient la complexité plutôt que la polarisation. Ces gestes n'inversent pas les rapports de force, mais ils contribuent à une compréhension collective plus fine. En reliant ces niveaux, la séquence analysée cesse d'être lointaine. Elle devient un miroir des interdépendances contemporaines, où chaque décision majeure produit des ondes perceptibles jusque dans la vie ordinaire. Comprendre cela, c'est déjà se doter d'un premier levier intellectuel face à des dynamiques qui semblent, à première vue, hors de portée. D'abord, il s'agit de renforcer les alliances régionales à renforcer les alliances régionales. Les États concernés peuvent agir collectivement pour mutualiser les risques liés aux sanctions, coordonner leurs positions diplomatiques et accroître leur pouvoir de négociation. Cette action implique des gouvernements, des institutions régionales et des mécanismes financiers communs, avec un horizon de court à moyen terme et un indicateur clair, la capacité à maintenir des échanges essentiels malgré les pressions extérieures. Ensuite, il s'agit de diversifier les partenariats économiques à diversifier les partenariats économiques. Il s'agit de réduire la dépendance à un nombre limité d'acteurs ou de monnaies, en développant des accords commerciaux alternatifs et des circuits de paiement complémentaires. Cette démarche mobilise États, banques centrales et entreprises publiques et se mesure par l'évolution de la part des échanges réalisés hors des circuits traditionnels dominants.
Puis, investir dans la résilience interne devient crucial. Cela inclut l'agriculture, la santé et les infrastructures de base, afin de limiter l'impact direct des sanctions sur les populations. Les gouvernements locaux, appuyés par des partenaires techniques, peuvent définir des priorités sur un calendrier précis, évalué par des indicateurs simples, comme la disponibilité alimentaire ou l'accès aux soins. Par ailleurs, la diplomatie narrative devient centrale. La diplomatie narrative. Documenter et rendre visibles les effets humains des sanctions permet de déplacer le débat international. C'est sur ce terrain qu'Ibrahim Traoré insiste. Sans données partagées et sans récit structuré, les coûts réels restent invisibles et politiquement faciles à ignorer. Enfin, l'éducation et la mémoire stratégique deviennent un socle sur l'éducation et la mémoire stratégique. Former les administrations et les jeunes générations à lire les dynamiques géopolitiques renforce la capacité d'anticipation. Le critère de succès n'est pas l'absence de pression extérieure, mais la capacité collective à y répondre sans effondrement. Cette feuille de route ne promet pas une issue rapide. Elle propose un cadre d'action mesurable, où chaque pas réduit la vulnérabilité structurelle révélée par l'événement analysé. Le fil conducteur de cette analyse revient à une image simple, celle d'un événement lointain qui révèle des fragilités proches. Au début, la capture de Maduro semblait n'être qu'un épisode spectaculaire de plus dans une longue histoire de tensions internationales. En revenant sur ses effets, ses chiffres et ses répliques, elle apparaît surtout comme un miroir tendu aux nations qui observent en silence. C'est ce glissement du choc initial à la prise de conscience qui donne tout son sens à la séquence. Le motif évoqué plus tôt, celui de l'exemple qui précède la sanction, trouve ici son écho. Les réactions en Afrique et en Amérique latine montrent que les sociétés ne lisent ni plus ces événements de manière isolée. Elles les relient à leur propre trajectoire, à leur dépendance et à leur marge de manœuvre. Ibrahim Traoré incarne cette articulation. En parlant d'un autre pays, il parle indirectement de souveraineté, de dignité et de choix collectifs. L'émotion qui subsiste n'est pas celle de la peur brute, mais celle d'une lucidité croissante. Les coûts humains et économiques sont lourds, mais ils nourrissent aussi une mémoire partagée. Cette mémoire transforme la contrainte en expérience commune et parfois en volonté de coordination. La démonstration de force se heurte alors à un effet inattendu. Elle laisse des traces durables dans la manière dont les peuples interprètent le pouvoir. La phrase qui s'impose comme point d'orgue est volontairement sobre. La pression révèle autant qu'elle contraint. Elle résume le chemin parcouru depuis l'événement initial jusqu'à ses résonances émotionnelles et politiques. Ce rappel n'apporte pas de solution immédiate, mais il ancre une compréhension plus profonde des dynamiques à l'œuvre. Au terme de ce parcours, l'enjeu n'est pas d'aboutir à un verdict définitif, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagé. Les événements analysés montrent que les rapports de force contemporains se jouent autant dans les chiffres que dans les récits, autant dans les décisions d'État que dans leurs répercussions sociales. Cette complexité appelle moins des positions tranchées que des lectures attentives, capables de relier données, expériences et temporalité. Dans ce cadre, les prises de parole comme celle d'Ibrahim Traoré fonctionnent surtout comme des points d'appui. Elles ne dictent pas une ligne unique, mais invitent à interroger les évidences, à comparer les trajectoires et à mesurer les coûts réels des choix politiques. Pour les sociétés concernées, comme pour les observateurs extérieurs, l'enjeu devient alors de maintenir un dialogue informé, au-delà des réactions immédiates. Chacun peut contribuer à cet échange à son niveau, en questionnant les justifications avancées, en confrontant les chiffres au discours, ou simplement en partageant des analyses
qui évite la simplification excessive. Ce sont ces micro-gestes qui, cumulés, nourrissent une compréhension collective plus solide. La question reste ouverte et c'est volontaire. Comment, selon vous, peut-on débattre de souveraineté et de sanctions sans perdre de vue leurs effets humains concrets?